Le 14 mai 2004, Kingsley Vance et Alara Shaw, meilleurs amis, disparurent de leur école primaire lors de la journée sportive. L'enquête se refroidit presque immédiatement, ne laissant à leur famille et à la petite ville de l'Iowa que des affiches de disparition fanées et 8 années d'un silence angoissant. Puis, à l'été 2012, un incendie défricha accidentellement une section envahie par la végétation d'une ferme locale. Lorsque la fumée se dissipa, les pompiers découvrirent quelque chose qui avait été caché pendant des années sous la broussaille, une trappe métallique affleurant la terre calcinée. La scène révéla que les filles n'avaient pas été tuées dans ce trou mais avaient été déplacées, transformant une affaire classée de 8 ans en une chasse désespérée à un fugitif avec 8 ans d'avance. La perte imminente de la ferme était moins une question de peinture écaillée sur le revêtement ou de piles d'avis d'hypothèque en retard sur le comptoir de la cuisine, qu'une question de toise tracée au crayon sur le montant de la porte de la chambre de Kingsley. La dernière marque figée à 1,27 m. Riley Vance était assise dans le bureau stérile et trop climatisé de la First Iowa Credit Union. L'avis de saisie gisait sur le bureau en acajou poli, entre elle et M. Abernathy, le directeur de la banque, dont la sympathie de façade s'était émoussée des mois auparavant. C'était en juillet 2012, et la chaleur estivale de l'Iowa pesait contre les fenêtres vitrées, un contraste frappant avec le froid qui s'était installé dans les os de Riley 8 ans plus tôt. Madame Vance, nous avons prolongé le délai de grâce 3 fois, dit Abernathy, ajustant sa cravate, une habitude nerveuse qu'il affichait chaque fois que Riley était dans son bureau. La banque comprend votre attachement à la propriété. Vraiment, nous le comprenons. Mais nous avons des obligations. L'arriéré est considérable. Attachement. La voix de Riley était rauque, usée par 8 années à crier dans le vide un nom qui ne répondait jamais. Ce n'est pas de l'attachement, Gérald. C'est le dernier endroit où j'ai vu ma fille. C'est le dernier endroit où elle a dormi. C'est le dernier endroit où elle était en sécurité. On ne peut pas mettre de prix là-dessus. L'argument était un scénario familier, une danse rituelle autour de l'inévitable. Riley connaissait les réalités financières. La stagnation des 8 dernières années l'avait étouffé, l'endettement croissant un poids physique oppressant sa poitrine. Elle avait versé chaque centime dans la recherche, les enquêteurs privés, les voyages incessants pour suivre de fausses pistes. La ferme était le dernier vestige de la vie qu'elle avait avant le 14 mai 2004. La quitter ressemblait au dernier abandon de Kingsley, un aveu que la fillette de 9 ans aux tresses espièglées au chemisier de paysanne jaune moutarde vif était vraiment partie. J'ai juste besoin de quelques mois de plus, supplia Riley, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Le travail saisonnier reprend. J'ai une piste pour un emploi. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Riley ne pouvait pas garder un emploi. Son esprit était un paysage fracturé, hanté par les fantômes de la mémoire et le tourment incessant de l'incertitude. Abernathy soupira, le son lourd de finalité. Il ouvrit le dossier contenant les documents de saisie, se préparant à prononcer le refus final. Mais avant qu'il ne puisse parler, la sonnerie stridente du vieux téléphone à clapet de Riley trancha la tension. Elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, détective Miles Corbin, enquêteur d'État, l'homme qui avait hérité de l'affaire classée de Kingsley Vance et Alara Shaw 2 ans auparavant. Le cœur de Riley fit un bond douloureux. Corbin appelait habituellement à l'anniversaire de la disparition, un contrôle poli et décourageant qui ne faisait que souligner le manque de progrès. C'était juillet, un mardi de juillet au hasard. « Excusez-moi », marmonna-t-elle, attrapant le téléphone et trébuchant hors du bureau, passant devant les guichetiers comptant l'argent derrière des vitres renforcées, et sortant dans l'humidité oppressive de l'Iowa. La chaleur la frappa comme un coup physique, le soleil aveuglant après l'intérieur sombre de la banque. Elle s'appuya contre la façade de briques du bâtiment, la respiration coupée. Détective Corbin. Riley. La voix de Corbin était différente. Fini la douceur et la mesure de celui qui gère le deuil. Celle-ci était aiguë, immédiate, tendue d'une urgence qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Qu'y a-t-il? Avez-vous trouvé quelque chose? Les mots jaillirent, fragiles d'un espoir désespéré qu'elle avait enterré depuis longtemps. Il y a eu un développement, dit Corbin, ces mots brefs, précis. Nous avons besoin que vous veniez à l'ancienne ferme Kester, sur la route 12. La ferme Kester. Riley la connaissait vaguement. Une vaste étendue de champs de maïs et de soja à la périphérie du comté, une zone reculée bordant la forêt domaniale. Pourquoi? Que s'est-il passé là-bas? Il y a eu un incendie. Un grand. Un dysfonctionnement d'équipement dans un champ isolé a brûlé plusieurs hectares de broussailles envahies.
Riley fronça les sourcils, confuse. Un incendie? Qu'est-ce qu'un incendie de ferme à voir avec Kingsley? Et lorsque les pompiers ont éteint l'incendie, poursuivit Corbin, sa voix baissant légèrement, ils ont trouvé quelque chose. Quelque chose d'inattendu caché sous la broussaille que le feu avait dégagée. Riley attendit, le silence s'étirant avec angoisse. Elle entendait le faible grésillement de la radio en arrière-plan de l'appel. C'est une structure souterraine, Riley. Un bunker. Un bunker. Le mot semblait étrange, déconnecté de la réalité banale de l'Iowa rural. Il évoquait des images de béton froid et d'air vicié, un endroit pour se cacher, ou pour être caché. À l'intérieur de la structure, Riley, nous avons trouvé des objets. Des objets qui suggèrent que quelqu'un y vivait, peut-être y était retenu. Riley ferma les yeux, le monde commençant à vaciller. Elle avait imaginé 1000 scénarios au fil des ans, accidents de voiture, enlèvements, fugues. Mais cela semblait différent. Cela semblait tangible. Cela semblait terrifiant de réalité. Quels objets? Sa voix n'était qu'un murmure. Parmi eux, dit Corbin, sa voix lourde du poids de la révélation, il y avait une chaussure de fille. Une basket rose, taille 4, avec un autocollant papillon spécifique au talon. Riley arrêta de respirer. Le monde devint silencieux. Elle se souvenait d'avoir acheté ces chaussures. Kingsley les avait suppliées, montrant avec enthousiasme l'autocollant papillon. Elle les portait le jour de la journée sportive, le jour où elle et Alara avaient disparu. La base de données de la police, poursuivit Corbin, sa voix douce maintenant, a confirmé la correspondance. C'est la chaussure de Kingsley, Riley. La saisie, le directeur de la banque, les années de deuil étouffant, tout s'effondra, compressé en un seul point de clarté déchirante. 8 ans de recherche, d'espoir, de mort lente, et tout se réduisait à ceci, une chaussure trouvée dans un champ brûlé. Une violente poussée d'adrénaline la traversa, effaçant la dissociation. L'engourdissement qui avait caractérisé son existence s'évapora, remplacé par une urgence brute, terrifiante. J'arrive. Elle raccrocha le téléphone et commença à courir vers sa voiture, laissant l'avis de saisie non signé sur le bureau du directeur de la banque. Le trajet jusqu'à la ferme Kester fut un flou de champs verts et de ciel bleu. Le paysage familier devint soudain menaçant. Elle serra le volant si fort que ses jointures blanchirent, son esprit allant plus vite que le moteur. Un bunker, une chaussure. Les mots résonnaient, lourds d'implications horribles. Pour la première fois en 8 ans, la piste n'était pas froide. Elle brûlait. L'odeur frappa Riley bien avant qu'elle ne vit la scène, un mélange caustique de carburant diesel, de terre calcinée et l'odeur doucereuse de maïs brûlé. Elle lui enduit l'arrière-gorge, épaisse et huileuse, une odeur qui parlait de destruction et de dévastation. Lorsqu'elle tourna de la route douce sur le chemin d'accès en gravier, le paysage s'ouvrit devant elle, et l'ampleur de l'incendie devint terrifiante de clarté. La ferme Kester, habituellement une étendue monotone de verre et d'or, était défigurée par une immense cicatrice noire. Un champ entier, des hectares, avait été réduit en cendres et en chaume. La terre était calcinée, craquelée, les vestiges de broussailles envahis réduits à des doigts squelettiques griffant le ciel. Des véhicules d'urgence, des camions de pompiers arrosant encore les points chauds, des voitures de shérif bloquant l'entrée, une fourgonnette de l'unité de la scène de crime de l'État garée près du bord de la dévastation, regroupée près du centre du champ, leurs phares clignotant silencieusement sous le soleil vif de l'après-midi. Riley enfonça le levier de vitesse en position au parking près de la ligne de police et trébucha hors de la voiture. La chaleur irradiante du sol noirci était intense, un contraste frappant avec la climatisation fraîche de sa voiture. Elle balaya la scène du regard, ses yeux cherchant quelque chose, n'importe quoi qui ait un sens dans ce paysage apocalyptique. Et puis elle le vit. Au centre du champ carbonisé, se détachant sur la cendre noire, il y avait un carré de métal gris terne, une trappe. Elle affleurait le sol, lourde et rudimentaire, avec une épaisse poignée sombre boulonnée sur un côté. Elle semblait ancienne, recouverte d'une fine couche de cendres, mais complètement déplacée dans le paysage rural. C'était un secret que la terre avait gardé caché, une obscurité dissimulée sous le vernis de la normalité jusqu'à ce que le feu enlève la couverture. Son regard se fixa sur la trappe. Riley s'approcha de la ligne de police. Le détective Corbin, l'air fatigué et sombre dans son équipement tactique, l'intercepta. Son visage était maculé de suie, ses yeux rougis par la fumée. « Riley, je suis content que vous soyez là, dit-il, sa voix rauque.
C'est ça? C'est là que vous l'avez trouvé. Elle pointa du doigt la trappe, sa voix tremblante, les mots à peine audibles sous le rugissement du moteur du camion de pompiers. Oui, mais vous devez rester en arrière. La scène est toujours active. Le sol est instable. Elle l'ignora, essayant de dépasser le ruban jaune. Je dois le voir. Je dois savoir ce qu'il y avait là-dedans. La pensée de Kingsley, sa Kingsley brillante et vibrante, piégée dans ce trou sombre dans le sol, était une douleur physique, un resserrement dans sa poitrine qui rendait la respiration difficile. Corbin la retint doucement mais fermement. Nous vous montrerons tout. Je le promets. Mais pour l'instant, nous devons traiter la scène. Nous devons bien faire les choses. À proximité, un homme en salopette parlait avec animation à un adjoint du shérif. Il gesticulait sauvagement vers le champ, son visage rouge et frénétique. Riley le reconnut comme Arlon Kester, le propriétaire de la ferme. Je jure devant Dieu, je n'ai jamais su que c'était là, criait Kester, sa voix se brisant. Cette section de la ferme est envahie par la végétation depuis des décennies. L'irrigation n'a jamais atteint cette distance. Le sol était trop sec, trop rocailleux. Nous l'avons juste laissé envahir. C'était un terrain vague. Riley écoutait, essayant de reconstituer les événements qui avaient conduit à ce moment. Le caractère aléatoire de tout cela était stupéfiant, un cruel coup du destin. L'État a finalement prolongé la conduite d'eau, continua Kester, essuyant la sueur de son front d'une main tremblante. J'allais enfin récupérer cette terre. Nous étions ici avec le vieux camion, défrichant les broussailles, nous préparant à labourer le sol. Et puis la conduite de carburant a rompu, le moteur a étincelé, et tout est parti en flammes. Le feu s'est propagé si vite que nous avons à peine pu en sortir vivants. Il s'interrompit, fixant la trappe comme si c'était un fantôme sortant des cendres. S'il n'y avait pas eu l'incendie, nous ne l'aurions jamais vue. Elle était complètement cachée, enfouie sous des années de végétation. La réalisation frappa Riley avec la force d'un coup physique. 8 ans. 8 ans que sa fille aurait pu être ici, juste sous leurs pieds, cachée par la réalité banale d'un champ envahi. Pendant qu'elle organisait des battues, placardait la ville d'affiches de disparition, chassant des fantômes à travers le pays, Kingsley était là. La pensée était insupportable. La culpabilité, la prise de conscience de son échec, menaçait de la consumer. Elle se tourna vers Corbin, ses yeux flamboyants d'une intensité désespérée. La chaussure? Montrez-moi la chaussure. Corbin hésita, puis fit un signe de tête vers la fourgonnette de la scène de crime. Attendez ici. Il revint quelques instants plus tard, portant un grand sac de preuves scellé. À travers le plastique transparent, Riley le vit, une basket rose, petite et délicate, recouverte de terre et de cendres. L'autocollant papillon sur le talon était fané mais indéniable. Riley tendit la main, ses doigts traçant le contour de la chaussure à travers le plastique. Elle se souvenait du jour où elle avait acheté ses chaussures. Kingsley les avait suppliées, insistant sur le fait que les papillons la faisaient courir plus vite. Elle les portait le jour de la journée sportive, le rose vif clignotant alors qu'elle courait à travers le champ, riant sans souci. C'était celle de Kingsley. Il n'y avait aucun doute. C'était la première preuve tangible en 8 ans que la disparition n'était pas un accident, pas une tentative de fugue. C'était un enlèvement. La réalité de cela brisa le fragile espoir qu'il avait porté jusqu'ici. La chaussure n'était pas seulement une preuve. C'était une confirmation de ses pires craintes. Quelqu'un avait pris sa fille. Quelqu'un l'avait amenée ici. Quelqu'un l'avait emprisonnée dans l'obscurité sous la terre. Où est-elle? Murmura Riley, les mots se coinçant dans sa gorge. Si sa chaussure est ici, où est-elle? Corbin la regarda, son expression sombre. C'est ce que nous essayons de savoir. Mais Riley, vous devez vous préparer. Le site, il semble vieux. Abandonné. Riley serra le sac de preuves contre sa poitrine. Le plastique était froid contre sa peau. Vieux. Abandonné. Les mots résonnaient dans son esprit, lourds d'implications terrifiantes. Le champ carbonisé s'estompa à travers ses larmes. La trappe métallique chatoya dans la brume de chaleur comme une porte de l'enfer. Le silence des 8 dernières années était brisé, remplacé par les questions criantes d'une enquête renouvelée. La première chose que Riley fit, un besoin instinctif de partager le fardeau de cette horrible découverte, fut d'appeler Odette Shaw, la mère d'Alara,
l'autre moitié de cette tragédie partagée. L'appel téléphonique était une nécessité redoutée, une réouverture de blessures qu'Odette avait désespérément essayé de guérir. Odette avait pris un chemin différent à travers le deuil. Elle avait divorcé de son mari, déménagé à Des Moines, et s'était remariée. Elle avait essayé de construire une nouvelle vie, une fragile façade de normalité construite sur l'abîme de sa perte. Riley lui en avait voulu, interprétant sa guérison comme une trahison des filles, une reddition à l'obscurité qui avait consumé leur vie. Elles se parlaient rarement, la tragédie partagée étant à la fois un lien et une barrière entre elles. Riley composa le numéro, ses doigts maladroits, le plastique du téléphone glissant de sueur. Odette répondit à la deuxième sonnerie, sa voix claire, joyeuse, la voix d'une femme qui avait réussi à échapper à l'attraction gravitationnelle du passé. « Riley, c'est toi ? » « Ça fait un moment. » Riley ne put répondre immédiatement. La normalité de la salutation était déroutante, obscène. « Riley, vous êtes là. » Le ton d'Odette changea, la gaieté s'évaporant, remplacée par une appréhension familière. « Ils ont trouvé quelque chose, » dit Riley, sa voix se brisant. « Un bunker à la ferme Kester. » Il y eut un halètement aigu à l'autre bout du fil. « Un bunker ? De quoi parlez-vous ? » Ils ont trouvé la chaussure de Kingsley à l'intérieur, continua Riley, les mots jaillissant dans un flot désordonné. Ils pensent qu'elles y ont été retenues. Kingsley et Alara. Elles étaient ici, Odette. Le silence à l'autre bout du fil fut absolu. Riley pouvait imaginer Odette debout dans sa cuisine lumineuse et moderne à Des Moines. La vie qu'elle avait soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. La paix fragile brisée. « J'arrive, » murmura Odette, sa voix tremblante. « J'arrive tout de suite. » Odette arriva 2 heures plus tard, sa berline élégante paraissant déplacée au milieu de la poussière et des débris de la ferme. Elle sortit de la voiture, le visage pâle et tiré, les années de chagrin refoulées gravées dans les rides autour de ses yeux. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, la façade de normalité effacée, révélant la blessure à vif en dessous. Elles se rencontrèrent à la ligne de police, s'embrassant férocement, le traumatisme partagé éclipsant momentanément les années de ressentiment et de distance. « Où est-ce » demanda Odette, s'éloignant, ses yeux parcourant le champ, attirés par la trappe métallique comme un aimant. « Là » pointa Riley, sa voix creuse. Ils sont toujours en train de traiter la scène. L'équipe de la police scientifique travaillait méticuleusement autour de la trappe, leurs mouvements lents, délibérés. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le champ noirci, la scène prenant une qualité surréaliste, cauchemardesque. Elles exigèrent de voir l'intérieur du bunker, leurs supplications devenant plus désespérées à mesure que les heures passaient. Corbin refusa, citant le protocole, la nécessité de préserver l'intégrité de la scène. L'attente fut agonisante, chaque minute s'étirant à l'infini. Finalement, à la tombée du jour, l'équipe de la police scientifique acheva son premier balayage. Corbin s'approcha des 2 femmes, son expression grave. Il semblait épuisé, le poids de la découverte pesant sur lui. « Nous avons terminé pour l'instant, » dit-il, sa voix basse. « Nous ne pouvons pas vous laisser descendre pour l'instant. Ce n'est pas sûr. La qualité de l'air est mauvaise, la structure instable, mais je peux vous montrer ce que nous avons trouvé. » Il les conduisit à la fourgonnette de la scène de crime et ouvrit un ordinateur portable, l'écran brillant vivement dans l'obscurité grandissante. Il cliqua à travers les images, racontant la descente dans le bunker d'un ton monocorde et sans émotion. L'échelle était rouillée, le métal froid et rugueux. La descente était courte, menant à un espace exigu d'accent grave peine 3 mètres sur 3. L'air à l'intérieur était vicié et métallique, épais d'une odeur de terre humide et de décomposition. Les murs étaient en béton brut, non fini, le plafond bas. Il cliqua sur la première image de l'intérieur. Riley se pencha, la respiration coupée. Les images étaient frappantes, horrifiantes. 2 petits lits de camp rouillés étaient poussés contre des murs opposés, les matelas minces et en décomposition, tachés d'une saleté non identifiable. La vue de ces petits lits, la réalisation que leur fille avait dormi là, piégée dans l'obscurité, fut un coup physique. Des piles de vieilles boîtes de conserve, vides et rouillées, jonchaient le sol. Des plats en plastique, fissurés et sales, étaient empilés sur une étagère improvisée. Dans le coin, un seau en plastique, le système d'assainissement. L'indignité de cela, les conditions déshumanisantes, étaient accablantes. Ils semblaient abandonnés, oubliés. Pourtant,
il y avait des signes qu'il avait été laissé à la hâte. Une couverture à moitié glissée d'un des lits, quelques boîtes de conserve laissées non ouvertes sur l'étagère. Un sentiment de suspension, une vie interrompue à mi-parcours. « Mon Dieu !» murmura Odette, sa main couvrant sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Ils les ont gardés ici comme des animaux. Riley ne pouvait pas parler. Elle fixait les images, essayant d'imaginer Kingsley et Alara dans ce trou froid et sombre, terrifiés et seuls. La réalité était bien pire que n'importe quel cauchemar qu'elle avait imaginé au fil des ans. L'obscurité était plus profonde, l'horreur plus profonde. Et puis Corbin cliqua sur l'image suivante. « Nous avons trouvé ceci sur le mur », dit-il doucement. La photo montrait une section du mur de béton illuminée par le flash de l'appareil photo. De faibles dessins enfantins étaient visibles, esquissés avec ce qui ressemblait à des crayons de couleur ou de la craie, un soleil au visage souriant, une maison avec une cheminée et 2 fenêtres, 2 bonshommes allumettes se tenant la main, étiquetés K et A. Le cœur de Riley s'arrêta. Elle reconnut instantanément le style. La façon dont Kingsley dessinait le soleil avec des rayons inégaux et un sourire légèrement de travers. La forme spécifique de la maison, la cheminée toujours légèrement de guingois. C'était le dessin de Kingsley. Elle tendit la main, touchant l'écran, ses doigts traçant les lignes du dessin. C'était la preuve. La preuve que Kingsley avait été vivante dans cet endroit, la preuve qu'elle avait essayé de maintenir une semblance de normalité, d'espoir, au milieu de l'horreur. Odette vit la reconnaissance dans les yeux de Riley et s'effondra, ses jambes cédant sous elle. La réalisation de l'horreur que leur fille avait endurée, la confirmation de leur captivité, était trop lourde à supporter. Riley la rattrapa, la serrant fort alors qu'elle sanglotait, ses propres larmes coulant sur son visage, le deuil partageait un torrent de douleur et de chagrin. Les dessins étaient un message à travers le temps, un appel désespéré à l'aide restée sans réponse pendant 8 ans. Elles étaient là. Elles étaient vivantes. Et puis elles étaient parties. Le silence du bunker hurlait des échos de leur présence. Le fantôme de leur enfance gravé dans les murs de béton. Les jours qui suivirent la découverte furent un tourbillon d'activité et d'une immobilité déchirante. Le bunker devint l'épicentre de l'enquête, attirant un déluge d'attention médiatique et rouvrant de vieilles plaies au sein de la communauté. L'élan initial d'espoir, la certitude alimentée par l'adrénaline que l'affaire était enfin résolue, se heurta rapidement à la dure réalité des preuves, ou plutôt à leur absence. Corbin s'assit avec Riley et Odette dans l'environnement stérile de la caserne de police de l'État. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, l'air épais d'une odeur de café rassis et de désinfectant. L'euphorie de la découverte avait été remplacée par l'effet sombre de l'analyse médico-légale. « Nous avons fouillé tout le bunker », expliqua Corbin, sa voix mesurée, dépourvue d'émotion. Il tapota un dossier épais sur la table. « Nous avons testé toutes les surfaces, tous les objets, les matelas, la vaisselle, les murs. Nous n'avons trouvé aucun ADN utilisable, aucune empreinte digitale. » Riley le regarda, l'incrédulité luttant contre le désespoir. « Rien. Comment est-ce possible? Vous avez trouvé la chaussure, les dessins. Elles y ont vécu. Comment peut-il ne rien rester d'elles? Le temps, l'humidité et la prudence du coupable, dit Corbin, la frustration évidente dans les lignes tendues autour de ses yeux. Le bunker était humide, ce qui dégrade rapidement l'ADN, et il semble que celui qui l'a utilisé était méticuleux. Ils ont nettoyé après eux. Nous avons trouvé des traces d'eau de javel sur le sol, sur les murs. Ils ont effacé leur présence. Le mur médico-légal fut un revers dévastateur. Sans preuve physique reliant un suspect au bunker, l'enquête stagna. Le coupable restait un fantôme, un spectre qui ne laissait aucune trace. Mais l'analyse a tout de même livré une information cruciale, une chronologie. Basée sur la décomposition des matières organiques, la rouille sur les conserves et les dates de péremption des aliments restants, continua Corbin, désignant une section du rapport. Nous estimons que le bunker a été utilisé pendant une période relativement courte, quelques mois tout au plus, aux alentours de l'enlèvement en 2004. Il est abandonné depuis. Cette chronologie créa une divergence entre les deux mères, une faille s'ouvrant dans leur deuil partagé. Odette interpréta le bunker comme une tombe, l'endroit où le voyage de leur fille s'était achevé. L'absence d'activité récente, l'état d'abandon du site, confirmait ses pires craintes. Elles sont mortes là-bas, murmura-t-elle, sa voix creuse, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Il les a tuées et les a laissées là. Nous devons y faire face, Riley. C'est fini.
Non. Riley secoua la tête avec véhémence, refusant d'accepter la finalité des mots d'Odette. Si elles sont mortes là-bas, où sont leurs corps? Pourquoi aurait-il nettoyé le bunker, effacé les preuves? Il les a déplacées. Il les a emmenées ailleurs. Riley se concentra sur l'abandon. Le bunker n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début. L'affaire n'était pas classée. Elle ne faisait que s'ouvrir. Cette prise de conscience alimenta sa détermination. L'espoir désespéré que Kingsley était toujours vivante quelque part, attendant d'être retrouvée. La piste médico-légale s'étant refroidie, l'enquête se concentra sur le bunker lui-même. Comment était-il arrivé là? Qui était au courant de son existence? Arlon Kester, le propriétaire de la ferme, était toujours sous étroite surveillance. Il maintenait son ignorance, mais la police était sceptique. Comment pouvait-il ne pas connaître un bunker caché sur sa propre propriété? La pression monta, les médias le dépeignant comme un menteur ou un complice. Désespéré de laver son nom, Kester commença à fouiller les archives de sa famille, vieux titres de propriété, plans, journaux, cherchant toute mention de la structure. La recherche fut lente, minutieuse, entravée par des décennies de dossiers désorganisés. Riley, incapable de rester inactive, se joignit à la recherche, passant des heures dans le grenier poussiéreux de la ferme Kester, triant les vestiges de l'histoire de la famille. Finalement, enfoui au fond d'une boîte d'affaires de son grand-père, Kester trouva des plans datant des années 1960 détaillant la construction d'un abri d'urgence caché, une relique de la paranoïa de la guerre froide, construit en secret et finalement oublié à mesure que la menace s'estompait et que la ferme se transmettait de génération en génération. L'entrée avait été dissimulée, la terre laissée à l'abandon, le secret enterré sous la terre. La révélation exonéra Kester, mais elle posa également une question cruciale. Le coupable n'avait pas construit le bunker. Il savait qu'il était là. Il connaissait l'existence d'une structure cachée dans une section reculée de la ferme Kester, un secret que même l'actuel propriétaire avait oublié. L'enquête changea de nouveau de direction. Qui avait une connaissance intime de la ferme Kester? Qui avait eu accès à la propriété dans les années précédant l'enlèvement? La piste se réchauffait, pointant vers quelqu'un lié à la terre, quelqu'un qui en connaissait les secrets. Le fantôme commençait à prendre forme. L'enquête s'est détournée du bunker lui-même pour se concentrer sur l'histoire de la terre et des personnes qui l'avaient travaillé. Si le coupable connaissait l'existence de l'abri caché, il avait probablement un lien avec la ferme Kester, une familiarité avec ses recoins reculés et ses secrets oubliés. L'étendue tentaculaire de la ferme, des décennies d'exploitation, signifiait que la liste des suspects potentiels était vaste. Le détective Corbin commença le processus fastidieux de compilation d'une liste d'anciens ouvriers agricoles qui avaient travaillé pour le père de Arlon Kester dans les décennies précédant l'enlèvement. C'était une tâche ardue. Les dossiers étaient incomplets. Des registres manuscrits rangés dans des boîtes poussiéreuses remplies de noms et de dates, mais peu d'autres informations. Bon nombre des ouvriers étaient des travailleurs saisonniers transitoires qui étaient partis des années auparavant, ne laissant ni adresse de réexpédition ni empreinte numérique. L'ossature de l'économie agricole était bâtie sur le dos d'hommes invisibles. Riley, frustrée par la lenteur de l'enquête officielle, s'immisça dans le processus. Elle ne pouvait pas rester inactive alors que la piste se refroidissait à nouveau. Elle connaissait mieux l'histoire locale, les familles, les rythmes de la communauté agricole que les enquêteurs d'État. Elle comprenait les nuances de la vie rurale, les codes non-dits et les liens qui n'apparaissaient pas dans les registres officiels. Elle reconnaissait les noms de famille, les liens de parenté, les querelles de longue date qui définissaient la communauté. Elle commença à visiter les adresses des anciens ouvriers agricoles qui vivaient encore dans la région. C'était une tentative d'enquête désespérée et maladroite, motivée par l'instinct maternel plutôt que par une formation professionnelle. Elle frappa aux portes, munie de vieilles photos de Kingsley et Alara, cherchant le moindre signe de reconnaissance, le moindre indice de tromperie. Elle s'assit dans des salons faiblement éclairés, buvant du café rassis, écoutant les récits de travail acharné et de longues journées dans les champs. Les entretiens furent décourageants. La plupart des hommes étaient âgés, leur corps brisé par des années de travail manuel, leurs souvenirs estompés par le temps et l'alcool. Ils se souvenaient de la ferme Kester, des longues heures, du maigre salaire, mais ils n'avaient aucune connaissance d'un bunker caché, aucun souvenir de quoi que ce soit de suspect dans les années précédant l'enlèvement. Ils répondirent à ces questions avec confusion, sympathie ou hostilité pure et simple. Elle retrouva un ancien contremaître, Bo Yates, vivant dans une caravane délabrée à la lisière de la ville.
Yates était connu pour son attitude rude et sa connaissance intime des opérations de la ferme Kester. Il avait géré les opérations quotidiennes pendant des années, embauchant et renvoyant les travailleurs saisonniers. Si quelqu'un connaissait les secrets de la ferme, c'était lui. Elle trouva Yates devant la caravane, travaillant sur le moteur d'un vieux camion rouillé. Il leva les yeux en la voyant approcher, ses yeux plissés de suspicion, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon sale. « J'ai déjà parlé à la police », grogna-t-il avant même qu'elle n'atteigne le porche. « Je ne sais rien d'un bunker. »« Je ne suis pas ici pour le bunker, » dit Riley, essayant de garder sa voix calme, ignorant le tremblement dans ses mains. « Je suis ici pour les gens qui ont travaillé là-bas, qui connaissaient la terre. » Yates l'examina, son expression se durcissant. « Nous avons eu beaucoup de travailleurs au fil des ans. Des transitoires, des vagabonds, embauchés au noir, payés en espèces, sans dossier. » La mention des travailleurs au noir fit naître une étincelle de compréhension chez Riley. La liste officielle était incomplète. Le coupable pourrait ne pas figurer dans les registres. Le fantôme pourrait se cacher dans l'ombre de la main-d'œuvre non documentée. Qui était-il? Insista TL. Vous vous souvenez de leur nom? De quoi que ce soit à leur sujet? Yates secoua la tête avec dédain. Trop nombreux pour se souvenir. Ils sont venus et repartis comme le vent. Personne n'y prêtait beaucoup d'attention. Tant que le travail était fait, personne ne posait de questions. Il se retourna vers le moteur, signalant la fin de la conversation. Mais Riley l'arrêta, sa voix aiguë de désespoir. Ma fille a été enlevée. Elle a été gardée dans un trou sous terre dans cette ferme. Si vous savez quelque chose, n'importe quoi, vous devez me le dire. Yates marqua une pause, une lueur de quelque chose culpabilité, peur, malaise traversant son visage. Il regarda Riley, la douleur à vif dans ses yeux, le désespoir qui émanait d'elle. « Écoutez, madame, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Vous remuez des problèmes, vous déterrez le passé. Certaines choses sont mieux laissées enterrer. » Il lui intima de s'éloigner, rejetant ses questions avec une finalité qui ressemblait plus à une menace qu'à un simple renvoi. Riley quitta la caravane, secoué mais plus déterminé que jamais. Yates cachait quelque chose. Il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. L'hostilité, la diversion, la mention des travailleurs au noir, tout cela était un écran de fumée. La liste officielle ne produisit aucun suspect immédiat. L'enquête stagnait à nouveau, l'élan s'estompant à mesure que les pistes s'épuisaient. Riley sentit le poids familier du désespoir s'installer en elle. La peur que cette avancée, comme tant d'autres au fil des ans, ne mène à une autre impasse. Mais elle ne pouvait pas laisser tomber. Le bunker, la chaussure, les dessins, ils étaient trop réels, trop tangibles. La réponse était proche, cachée juste sous la surface, attendant d'être découverte. Elle avait juste besoin de creuser plus profondément. L'impasse avec la liste des ouvriers agricoles força Riley à recalibrer son approche. Si la réponse ne se trouvait pas uniquement dans l'histoire de la Terre, peut-être était-elle cachée dans les détails de l'enlèvement lui-même. Elle retourna au point d'origine de la tragédie, l'école primaire d'où Kingsley et Alara avaient disparu. L'école était un petit bâtiment en briques, les couleurs vives des équipements de jeu de la cour fanée par le soleil implacable de l'Iowa. Riley parcourut les lieux, le paysage familier étant étrangement inchangé. Elle tenta de reconstituer les événements du 14 mai 2004. Le chaos et l'excitation de la journée sportive annuelle. C'était une époque d'innocence avant que la peur de l'enlèvement ne devienne une anxiété omniprésente. L'école rurale avait alors une sécurité minimale. Pas de caméras, pas de portes verrouillées, pas de fiches d'inscription. Les enfants se déplaçaient librement entre le bâtiment scolaire et les terrains de sport, supervisés par des enseignants et des parents bénévoles, mais l'ambiance était détendue, informelle, un paradis pour un prédateur. Riley se concentra sur la chronologie. Kingsley et Alara furent vus pour la dernière fois vers 14 heures. Le bus scolaire devait les prendre à 15h30. Que s'était-il passé pendant cette heure et demie? Comment avait-elle disparu sans laisser de traces, sans un cri, sans un témoin? Elle rechercha la dernière personne à avoir vu les filles, le concierge de l'école à la retraite, Warren Finch. Finch avait été longuement interrogé au moment de la disparition, son témoignage examiné et jugé sans intérêt. Mais Riley espérait que la découverte du bunker pourrait déclencher un nouveau souvenir, un détail négligé dans le chaos initial. Elle trouva Finch assis sur le porche de sa petite maison près de l'école, une casquette de baseball fanée baissée sur ses yeux.
Il reconnut immédiatement Riley, la sympathie dans son expression familière et déchirante. « Madame Vance, j'ai entendu parler de la découverte. Je suis tellement désolé de votre perte. » Riley s'assit à côté de lui, les marches en bois craquant sous son poids. « Monsieur Finch, j'ai besoin que vous me racontiez encore une fois cette journée. Exactement ce que vous avez vu, chaque détail, aussi petit soit-il. » Finch soupira, le souvenir pesant lourdement sur lui. Il raconta l'histoire, les mots lissés par des années de répétition. Je nettoyais le couloir près de l'entrée latérale, celle qui mène au parking. Je les ai vus, Kingsley et Alara, ensemble. Elles étaient excitées, riaient, se tenaient la main. Il marqua une pause, son front plissé de concentration. Elles sont sorties par la porte latérale, se dirigeant vers le parking. J'ai supposé qu'elles allaient retrouver un parent, qu'elles étaient prises en charge plus tôt. C'était la journée sportive, chaotique. Des enfants allaient et venaient toute la journée. Avez-vous vu qui elles ont rencontré, pressa Riley, sa voix urgente. Avez-vous vu une voiture? Une personne? Finch secoua la tête avec regret. Non, je les ai juste vues sortir par la porte. Je n'y ai pas pensé avant plus tard, quand nous avons réalisé qu'elles avaient disparu. Si seulement je les avais regardées quelques secondes de plus. La culpabilité était palpable, un lourd linceul qu'il portait depuis 8 ans. Riley analysa sa déclaration, cherchant l'anomalie, le détail qui ne correspondait pas, l'entrée latérale, le parking, l'hypothèse qu'elle rencontrait un parent. Et puis ça la frappa. La réalisation fut soudaine, nette et dévastatrice. Ce n'était pas un enlèvement aléatoire. Ce n'était pas un étranger tapi dans les buissons, attendant une opportunité. Le coupable n'avait pas eu besoin de forcer les filles à monter dans une voiture. Il n'avait pas eu besoin de les attirer avec des promesses de bonbons ou de chiots. Il lui fallait un moyen de convaincre 2 enfants de 9 ans de monter volontairement dans une voiture en plein jour, loin des principaux événements de la journée sportive. Il fallait qu'elle lui fasse une confiance implicite. Il devait s'agir de quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle reconnaissait, quelqu'un en qui elles avaient confiance, un visage familier, un sourire amical. Cette prise de conscience changea entièrement l'orientation de l'enquête. La liste des ouvriers agricoles n'était que la moitié du puzzle. Le coupable n'était pas seulement quelqu'un qui connaissait la terre. C'était quelqu'un qui connaissait les filles. Riley réalisa qu'elle devait trouver l'intersection de la confiance et de l'opportunité. Qui avait accès à la ferme Kester et accès à Kingsley et Alara? Qui pouvait combler le fossé entre le bunker isolé et la cour de récréation de l'école primaire? La réponse se cachait à la vue de tous, dissimulée par la confiance même qui avait rendu l'enlèvement possible. Le monstre n'était pas un étranger. C'était l'un d'entre eux. La réalisation que l'agresseur était quelqu'un en qui Kingsley et Alara avaient confiance réduisit le champ de l'enquête mais amplifia l'horreur. Cela signifiait que la trahison était intime, la tromperie calculée. Le loup avait revêtu une peau de mouton. Riley retourna à sa ferme. Les environs familiers lui semblaient désormais sinistres, souillés par la connaissance que le monstre avait marché parmi eux. Elle sortit les boîtes des vieilles affaires de Kingsley, les artefacts d'une vie interrompue. Elle les étala sur le sol du salon, cherchant le visage du monstre caché parmi les visages souriants d'amis et de mentors. Elle scruta les annuaires, les listes d'activités, les photographies enseignants, entraîneurs, parents bénévoles. Elle croisa les noms avec la liste officielle des ouvriers agricoles, cherchant le recoupement, le lien entre l'école et la ferme Kester. La recherche ne donna rien. Les noms sur les listes d'activités ne correspondaient pas aux noms dans les registres. Le lien restait insaisissable. Riley concentra son attention sur les activités extrascolaires des filles, les espaces en dehors de l'école où elles interagissaient avec des adultes. Elle se concentra sur une activité en particulier, le programme de catéchisme de l'église locale. Kingsley et Alara participaient régulièrement au programme. C'était une petite communauté soudée où la foi et la camaraderie s'entremêlaient avec les rythmes de la vie rurale, un lieu de confiance, un sanctuaire. Riley se souvint que Kingsley parlait avec enthousiasme d'un enseignant en particulier, un homme particulièrement attentif et gentil, qui rendait les leçons amusantes et engageantes. Kingsley l'adorait. Un frisson parcourut son échine. Attentif, gentil. Les mots semblaient désormais sinistres, empreints d'intentions prédatrices, le processus d'endoctrinement, la lente cultivation de la confiance, la manipulation de l'innocence. Elle fouilla les boîtes, cherchant des annuaires d'église, des bulletins,
tout ce qui listait les noms des enseignants du catéchisme. Finalement, caché dans un dossier de vieux dessins, elle le trouva, un annuaire d'église de 2004. Elle scanna la liste des enseignants, son doigt traçant les noms, et puis elle le vit, Gideon Pratt. Le nom résonna avec une légère familiarité. Elle se souvenait vaguement de lui, un homme tranquille, effacé, dévot et dévoué à l'église. C'était l'enseignant que Kingsley adorait, l'homme qui avait gagné sa confiance. Riley croisa le nom avec la liste officielle des ouvriers agricoles. Il n'y figurait pas. La déception fut vive, immédiate. Une autre impasse. Mais elle se souvint alors des mots de l'ancien contremaître, Boyetz, travailleur au noir, payé en espèces, sans dossier. Gideon Pratt ne figurait peut-être pas dans les registres, mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas travaillé là-bas. Elle devait retourner voir Yates. Elle devait le faire parler. Elle retourna en voiture à la caravane délabrée, son cœur battant d'un mélange d'anticipation et d'effroi. Cette fois, elle n'était pas armée de photos ou de supplications de sympathie. Elle était armée d'un nom et d'une détermination désespérée à découvrir la vérité. Elle trouva Yates dehors, sirotant une bouteille de whisky bon marché, ses yeux injectés de sang et méfiants. « Je vous ai dit de rester loin », grogna-t-il, l'hostilité émanant de lui. « Je dois vous poser une question sur quelqu'un », dit Riley, sa voix calme, inébranlable. Gideon Pratt. Yates se figea. La réaction était subtile, un léger serrement de la mâchoire, un éclair de reconnaissance dans ses yeux, mais Riley le vit. Il connaissait le nom. « Je ne le connais pas », mentit-il, se détournant, prenant une gorgée de la bouteille. C'était un enseignant de catéchisme, pressa Riley, s'approchant, envahissant son espace. Calme, pieux. A-t-il déjà travaillé à la ferme Kester au noir? Yates resta silencieux, le dos tourné, la tension dans ses épaules évidente. Riley sortit une liasse de billets de son sac à main, le reste de ses économies, et la lui tendit, un pot de vin désespéré pour des informations. « Si vous savez quelque chose, vous devez me le dire, » supplia-t-elle, sa voix se brisant. « Cet homme a enlevé ma fille. Il l'a gardée dans un trou sous terre. Si vous le protégez, vous êtes aussi coupable que lui. » Yates se retourna finalement, le visage marqué par le conflit. Il regarda l'argent, puis Riley, le désespoir dans ses yeux reflétant sa propre peur. Il hésita, la bataille interne faisant rage en lui. Il prit l'argent, le fourrant dans sa poche. Il prit une profonde inspiration, la confession jaillissant dans un flot de mots. Oui, je le connaissais, Pratt. Il travaillait saisonnièrement à la ferme Kester. Fin des années 90, payé en espèces, solitaire, un fanatique religieux. Il connaissait la terre, demanda Riley, le cœur battant la chamade. La connaissait-il mieux que quiconque? Yates admit, sa voix basse. Il explorait les sections reculées, les champs envahis, disait qu'il cherchait Dieu, mais il était toujours attiré par l'obscurité. La confirmation frappa Riley avec la force d'un raz-de-marée. Gideon Pratt, l'enseignant de catéchisme de confiance, l'ouvrier agricole discret, l'intersection de la confiance et de l'opportunité, le visage du monstre enfin révélé, le pieux fantôme qui avait hanté leur vie pendant 8 ans. Riley se précipita au poste de police. L'annuaire de l'église serré dans sa main, le nom de Gideon Pratt résonnant dans son esprit comme un glas. Elle fit irruption dans le bureau du détective Corbin, l'adrénaline montant en flèche dans ses veines, la réalisation de la vérité un poids terrifiant sur sa poitrine. Gideon Pratt, dit-elle, posant l'annuaire sur son bureau, son doigt pointant le nom. C'était leur professeur de catéchisme, et il travaillait à la ferme Kester au noir. Il connaissait la terre. Il connaissait les filles. C'est lui. Corbin regarda le nom, puis Riley, l'implication se faisant jour. Le lien était choquant, dévastateur. Un homme de Dieu chargé du soin spirituel des enfants utilisant sa position comme un voile pour des intentions prédatrices. La trahison ultime. Vous êtes sûr? Demanda Corbin, sa voix tendue, déjà en train de saisir son téléphone. L'ancien contremaître l'a confirmé. Pratt connaissait intimement la terre. Il connaissait le bunker, et Kingsley lui faisait confiance. Elles le faisaient toutes les deux. L'enquête se tourna entièrement vers Gideon Pratt. La prise de conscience que le coupable était un membre de confiance de la communauté provoqua une onde de choc dans la ville. Le profil correspondait parfaitement, le comportement discret, l'accès aux victimes, la connaissance intime du lieu.
Le loup déguisé en agneau. Corbin émit un bolo, avis de recherche pour Gideon Pratt. La chasse à l'homme commença, mais Pratt était parti. La police découvrit qu'il n'était plus dans la communauté. Il avait disparu, ne laissant aucune trace, aucune adresse de réexpédition, aucune information de contact. L'enquête approfondit les antécédents de Pratt, cherchant le moment de sa disparition, la raison de son départ. Ils découvrirent que Pratt avait quitté la ville brusquement fin 2004, plusieurs mois après l'enlèvement. Le timing était suspect. Pourquoi attendre des mois avant de fuir? Pourquoi risquer l'exposition? Riley interrogea des gens de l'église, les paroissiens qui avaient connu Pratt, qui lui avaient fait confiance. Les entretiens furent douloureux, remplis d'incrédulité et de trahison. Ils se souvenaient de lui comme d'un homme dévot, désintéressé, un pilier de la communauté. C'était un saint, insista une femme âgée, serrant un rosaire. Il aimait ses enfants comme les siens. Ils se rappelèrent que Pratt était parti subitement, affirmant un appel à la mission dans un coin reculé du monde. Son départ fut considéré comme triste mais compréhensible pour un homme pieux, un sacrifice fait au service de sa foi. Il a dit que Dieu l'avait appelé, raconta le pasteur, la voix lourde de regret. Il a dit qu'il devait répandre la parole pour sauver des âmes. Nous avons prié pour lui. Nous avons célébré sa dévotion. L'excuse était une parfaite couverture. Elle expliquait son départ soudain, sa disparition des radars. Cela lui permit de disparaître sans éveiller les soupçons. Il avait manipulé leur foi, leur confiance, l'utilisant comme une arme contre eux. La chronologie correspondait à l'utilisation estimée du bunker. Pratt y avait probablement retenu les filles pendant les recherches initiales intenses, les mois où la communauté était mobilisée, l'attention des médias concentrée sur les enfants disparus. Il les avait cachés à la vue de tous sous terre, attendant que la ferveur s'estompe. Et puis, lorsque les recherches se sont réduites, lorsque l'attention s'est déplacée, il les a déplacés. Il a quitté la ville pour son travail missionnaire, emmenant les filles avec lui. La réalisation était glaçante. Pratt n'avait pas seulement enlevé les filles. Il avait planifié méticuleusement leur disparition, utilisant sa foi comme un bouclier, sa connaissance du terrain comme un refuge. Gideon Pratt n'était pas seulement un suspect. C'était un fantôme, un pieux spectre qui avait marché parmi eux, caché dans la lumière de sa prétendue vertu. La recherche n'était pas seulement celle d'un homme. C'était celle du nombre qui avait disparu dans l'obscurité 8 ans auparavant. Et l'obscurité était vaste, impénétrable. La chasse à l'homme pour Gideon Pratt se heurta rapidement à un mur. Il avait complètement disparu après avoir quitté l'Iowa fin 2004. Son empreinte numérique était inexistante. Pas de compte bancaire, pas de carte de crédit, pas de présence sur les réseaux sociaux. Il avait apparemment disparu des radars, s'effaçant du monde moderne. La piste se refroidit à la frontière de l'État. L'histoire du travail missionnaire était une impasse. Corbin contacta diverses organisations religieuses, mais aucune n'avait de trace d'un Gideon Pratt travaillant avec elle. C'était un écran de fumée, un mensonge soigneusement élaboré pour masquer ses traces. La piste était froide, l'absence de preuves plus glaçante que toute trace médico-légale. Cela suggérait un niveau de préméditation et de planification qui allait au-delà d'un simple enlèvement. Pratt n'avait pas seulement fui. Il s'était préparé à une vie d'isolement, une vie vécue dans l'ombre. Riley et Corbin visitèrent la dernière résidence connue de Pratt, une petite maison louée près de l'église. La propriété avait été louée plusieurs fois depuis son départ, l'intérieur nettoyé et repeint, effaçant toute trace persistante de sa présence. L'enquête initiale de 2004, axée sur les suites immédiates de l'enlèvement, n'avait rien trouvé de suspect dans la maison. Pratt n'était même pas sur le radar à l'époque, mais Riley insista pour fouiller à nouveau la propriété, cherchant tout ce qui aurait pu être négligé, tout ce qui pourrait fournir un indice sur l'état d'esprit de Pratt, sa destination. Elle traversa les pièces vides, le silence lourd du fantôme de sa présence. Elle tenta de l'imaginer ici, vivant sa vie tranquille et dévote, tout en abritant son sombre secret. La dissonance était frappante. La maison ne révéla rien. Mais à l'extérieur, dans un vieux garage encombré, caché à l'arrière de la propriété, elle trouva quelque chose. Le garage était rempli de meubles mis au rebut, d'outils de jardinage et des débris accumulés des locataires précédents. Il sentait la poussière, la décomposition et l'essence. Il semblait peu probable que quoi que ce soit appartenant à Pratt s'y trouve encore après 8 ans. Mais Riley était méticuleuse,
poussée par un besoin désespéré de trouver quelque chose, n'importe quoi. Elle fouilla le fouillis, ouvrant des boîtes, déplaçant des meubles, ignorant les toiles d'araignée et le grouillement des souris. Sous un établi pourri, caché sous une pile de vieux journaux et de chiffons huileux, elle aperçut une boîte en carton. Elle était endommagée par l'eau, le carton cassant de vieillesse. Elle la sortit, son cœur battant d'anticipation. À l'intérieur, elle trouva une collection de livres et de manuels. Elle regarda les titres, un frisson parcourant son échine, le guide complet de la vie hors réseau, technique de survie en milieu sauvage, comment disparaître complètement et ne jamais être retrouvé, le livre de cuisine de l'anarchiste. C'étaient des ouvrages sur le survivalisme, des manuels sur la vie hors réseau, des guides sur la survie en milieu sauvage, l'autosuffisance et l'évasion. Des instructions détaillées sur la façon de construire des abris, de chercher de la nourriture, de purifier l'eau et de rester indétectable dans des zones reculées. Ce n'était pas la bibliothèque d'un missionnaire. C'était la boîte à outils d'un fugitif, un plan de disparition. Riley montra la boîte à Corbin, la prise de conscience se faisant jour pour eux deux. Les implications étaient terrifiantes. Il ne planifiait pas un travail missionnaire, dit Corbin, sa voix sombre, feuilletant les pages d'un des manuels. Il planifiait une évasion permanente. Le profil de Gideon Pratt changea de nouveau. Il n'était pas seulement un fanatique religieux. C'était un survivaliste chevronné, préparé à l'isolement, équipé des connaissances et des outils pour vivre indétectable pendant des années. Il était intelligent, ingénieux et dangereux. Cela expliquait sa capacité à disparaître, son absence du réseau. Il ne se cachait pas dans une ville, se mêlant à la foule. Il se cachait dans la nature, englouti par l'immense vide du paysage américain. La découverte éleva les enjeux de l'enquête. Trouver Pratt ne serait pas facile. Il avait 8 ans d'avance. La recherche s'étendit d'une chasse à l'homme local à une recherche nationale, se concentrant sur les zones reculées, les communautés hors réseau, les endroits où un homme comme Pratt pouvait disparaître. Le défi n'était pas seulement de trouver une aiguille dans une botte de foin. C'était de trouver un grain de sable spécifique dans un désert. Et le désert était vaste, impitoyable. La chasse à l'homme national s'enlisa. Les manuels de survivalisme dressaient le portrait intimidant d'un homme capable de vivre entièrement hors réseau, rendant les techniques d'enquête traditionnelles inutiles. L'immensité de la nature sauvage américaine devint l'allié de Pratt, l'engloutissant tout entier. Les semaines passèrent. L'élan initial généré par la découverte du bunker s'estompa. L'affaire menaçait de se refroidir à nouveau. Riley luttait avec les implications. Si Kingsley était toujours en vie, elle avait maintenant 17 ans, une jeune femme qui avait passé la moitié de sa vie en captivité, isolée du monde, soumise à l'idéologie tordue de Pratt. La pensée était déchirante, l'incertitude un tourment constant. L'image de Kingsley, brisée et traumatisée, hantait ses rêves. Odette se retira, incapable de gérer le traumatisme renouvelé, l'oscillation entre espoir et désespoir. Elle ne pouvait pas affronter la possibilité de retrouver sa fille vivante mais brisée, les années d'abus gravées dans son âme. Elle se concentra sur le souvenir d'Alara, la fillette de 9 ans figée dans le temps. La perte plus facile à supporter que l'incertitude déchirante. Elle organisa un service commémoratif pour Alara, une clôture symbolique à laquelle Riley refusa d'assister. Riley était à nouveau seule, le poids de l'enquête reposant entièrement sur ses épaules. Elle refusa d'abandonner. Elle ne pouvait pas. L'image des dessins sur le mur du bunker, les bonshommes allumettes étiquetées K et A, alimenta sa détermination. Elle passa des heures à analyser les manuels de survivalisme trouvés dans le garage de Pratt, essayant de comprendre son état d'esprit, ses stratégies, ses faiblesses. Elle s'immergea dans le monde de la vie hors réseau, apprenant les stratégies, les défis, les vulnérabilités. Elle chercha les faiblesses, les fissures dans son armure d'isolement. Et puis elle le trouva. Un détail simple et anodin qui déclencha une prise de conscience, une faille dans l'armure. Même un survivaliste expert vivant hors réseau avait besoin de fournitures qu'il ne pouvait pas produire lui-même, médicaments, antibiotiques, certaines conserves, carburant, outils, munitions et, surtout, si les filles étaient en vie, des produits d'hygiène féminine. La prise de conscience fut une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Pratt ne pouvait pas rester complètement isolé. Il devait interagir avec le monde, si minime soit-il. Il devait se procurer des fournitures. Il avait une chaîne d'approvisionnement. Riley développa une hypothèse, la théorie de la chaîne d'approvisionnement.
Elle émit l'hypothèse que Pratt minimisait les contacts avec la civilisation, effectuant de gros achats peu fréquents dans des zones reculées, loin de l'Iowa, loin de l'épicentre de l'enquête. Il paierait en espèces, évitant la trace numérique des cartes de crédit et des comptes bancaires. Il ciblerait de petits magasins généraux isolés où les commis étaient moins susceptibles de poser des questions, la surveillance moins sophistiquée. Elle présenta sa théorie à Corbin, sa voix urgente, pleine d'un espoir renouvelé. Elle étala une carte des États environnants sur son bureau, soulignant les zones reculées, les régions sauvages. Il doit se procurer des fournitures quelque part, argumenta-t-elle, pointant la carte. Nous devons rechercher des anomalies dans les achats en gros en espèces dans les magasins généraux de ces régions. Nous devons rechercher le schéma. Corbin était sceptique. L'ampleur de la demande était massive, l'analyse des données intimidante. Cela nécessiterait la coopération de plusieurs agences d'État, la collecte et l'analyse de milliers de registres de transactions. C'était un cauchemar logistique. Riley, nous parlons de milliers de magasins, de millions de transactions, répliqua-t-il, l'épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. Nous n'avons pas les ressources pour une expédition de pêche de cette ampleur. C'est une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas une expédition de pêche, insista Riley, sa voix montant de frustration. C'est une recherche ciblée. Nous recherchons un schéma spécifique. De gros achats en espèces de denrées non périssables, de propane, de médicaments et de produits d'hygiène féminine. Des achats peu fréquents et récurrents dans des zones reculées. C'est une signature, Miles. Sa signature. Elle le pressa, son désespoir alimentant sa détermination. Elle refusa de laisser les obstacles bureaucratiques entraver la recherche de sa fille. Elle fit appel à son sens de la justice, à sa compassion, à l'histoire partagée de l'affaire. Finalement, à contre-cœur, Corbin accepta. Il fit la demande d'analyse de données, faisant jouer ses relations, mobilisant des ressources fédérales, sachant que c'était un pari risqué, mais incapable de nier la logique de la théorie de Riley. La recherche se déplaça à nouveau de la nature sauvage au flux de données, cherchant le faible signal de l'existence de Pratt dans le bruit du commerce quotidien. La chasse aux fantômes entra dans le domaine numérique. L'attente fut atroce. L'analyse des données fut un processus lent et ardu, entravé par la nature décentralisée des registres, les niveaux de coopération variables des différents États, et l'énorme volume d'informations. Les semaines se transformèrent en un mois. Le silence était assourdissant, l'anticipation un nœud constant dans l'estomac de Riley. Riley passa ses journées au poste de police, transformant un coin de l'open space en son quartier général improvisé. Elle examina elle-même les journaux de données, s'immergeant dans les détails banals des registres de transactions, cherchant le schéma qui l'amènerait à Pratt. Elle devint un pilier du poste, les détectives évoluant autour d'elle, respectant son espace, comprenant son obsession. Les données étaient accablantes. Des milliers d'anomalies potentielles, des centaines de faux positifs. Les achats en gros en espèces étaient courants dans les zones rurales où l'argent liquide était encore roi, et faire des provisions pour l'hiver était une nécessité. Elle dut filtrer le bruit, cherchant la combinaison spécifique d'articles, la fréquence, l'emplacement qui correspondait à son profil de Pratt. C'était comme chercher de l'or, tamiser des tonnes de terre pour trouver une seule pépite. Elle cartographia les emplacements potentiels, créant une géographie de la suspicion, un réseau de magasins isolés où Pratt pourrait refaire surface. Elle apprit les rythmes du commerce rural, les nuances des chaînes d'approvisionnement, les schémas de consommation. Elle croisa les données avec des cartes topographiques, cherchant des zones offrant l'isolement et les ressources nécessaires à la vie hors réseau. Elle était alimentée par le café et l'obsession. Son monde se réduisait à l'écran lumineux de l'ordinateur portable, au flux de données incessant. Ses yeux brûlaient d'épuisement, son corps endolori par les longues heures passées assise sur la chaise inconfortable. Elle se sentait comme une cryptographe déchiffrant un code caché dans la réalité banale des listes de courses et des reçus. Et puis, enfouie au fond d'une feuille de calcul de registre de transactions du Missouri, elle le trouva. Une lueur dans les données, un motif récurrent dans un comté reculé des Ozarks du Missouri, une zone peu peuplée connue pour ses forêts denses, son terrain accidenté et ses communautés isolées. Le motif était subtil mais cohérent. Des achats en gros semi-annuels dans le même magasin général isolé. Les achats comprenaient de grandes quantités de denrées non périssables, farine, sucre, viande en conserve, lait en poudre, des réservoirs de propane, des fournitures médicales, pansements, antibiotiques, analgésiques et, surtout, des produits d'hygiène féminine, toujours payés en espèces. Le cœur de Riley battait la chamade.
Les achats étaient suffisamment importants pour soutenir plusieurs personnes, Pratt et Kingsley, peut-être Alara aussi, bien que l'espoir fût faible. Et ils étaient suffisamment peu fréquents pour suggérer que quelqu'un parcourait une longue distance pour éviter d'être détecté, quelqu'un minimisant son contact avec le monde. Elle croisa l'emplacement avec ses cartes. Le comté était reculé, le terrain difficile, la densité de population faible, une cachette parfaite pour un survivaliste comme Pratt. La réalisation était électrisante. C'était lui. Elle le savait. Le sentait dans ses os. Les données confirmaient son instinct, le motif validant sa théorie. La présence de produits d'hygiène féminine était la clé. Cela signifiait que Kingsley était vivante. La pensée était écrasante, une vague de soulagement et de terreur la submergeant. Kingsley était vivante, mais elle était toujours sous l'emprise du monstre. Elle se précipita vers le bureau de Corbin, la feuille de calcul serrée dans sa main, l'urgence la propulsant en avant. Elle fit irruption par la porte, essoufflée, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « Je l'ai trouvé, dit-elle, sa voix tremblante de conviction. Je sais où il est. Les Ozarks. » La piste se réchauffait à nouveau, le flux de données les menant vers la nature sauvage, la lueur d'espoir brillant dans l'obscurité des montagnes du Missouri. La recherche se précisait, l'attention se déplaçant d'une chasse à l'homme national à un lieu spécifique, une cible spécifique. La fin était proche, mais le danger s'intensifiait. Riley présenta les données à Corbin, la feuille de calcul étalée sur son bureau comme une carte au trésor. Le schéma était clair, l'emplacement identifié, les preuves étaient convaincantes, l'aboutissement de mois d'analyse minutieuse, un témoignage de la détermination inébranlable de Riley. Mais la célébration fut de courte durée. La réalisation que l'emplacement était hors de l'État, au cœur des Ozarks du Missouri, présentait un nouvel ensemble d'obstacles, un mur juridictionnel qui menaçait de faire dérailler l'enquête. Missouri, soupira Corbin, se frottant les tempes, l'épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. Cela complique les choses. La coordination avec les autorités du Missouri serait lente, entravée par la bureaucratie et les rivalités professionnelles. Les preuves, bien que convaincantes, étaient circonstancielles. Les achats d'épicerie, aussi suspects soient-ils, n'étaient pas suffisants pour un mandat. Ils ne pouvaient pas simplement prendre d'assaut les Ozarks, armes à la main, sur la base d'un schéma dans une feuille de calcul. Nous avons besoin de plus, expliqua Corbin, la frustration évidente dans son ton. Nous avons besoin d'une confirmation visuelle. Nous avons besoin de preuves que Pratt est là, que Kingsley est avec lui. Nous avons besoin d'yeux sur le terrain. Il contacta les autorités locales des Ozarks, présentant l'affaire, demandant de l'aide. La réponse fut tiède, à la limite de l'hostilité. Le comté reculé manquait de ressources. Le shérif local était sceptique quant à une vieille affaire de l'Iowa basée sur la théorie d'une civile concernant des achats d'épicerie. Les Ozarks étaient connus pour leurs communautés insulaires, leur méfiance envers les étrangers, leur féroce protection de la vie privée. Ils hésitaient à consacrer des ressources à une opération potentiellement dangereuse dans une zone reculée sur la base de preuves circonstancielles. Ils veulent que nous nous occupions de la surveillance, rapporta Corbin à Riley, sa voix tendue de frustration. Mais ils n'autoriseront pas une intervention tactique tant que nous n'aurons pas de preuves concrètes. Nous sommes seuls. Le délai était angoissant. Corbin dit à Riley qu'il faudrait du temps pour mobiliser une équipe de surveillance, pour établir une base d'opération dans les Ozarks, pour recueillir les informations nécessaires. Il devait suivre le protocole, assurer la légalité de la recherche, la sécurité des officiers. Le temps n'est pas quelque chose que nous avons, argumenta Riley, sa voix aiguë de désespoir. Si Pratt sent le danger, s'il réalise que nous nous rapprochons, il disparaîtra à nouveau. C'est un survivaliste, Miles. Il sait disparaître. Nous pourrions le perdre pour toujours. Elle comprenait la nécessité du protocole, l'importance de bâtir un dossier solide. Mais les retards bureaucratiques lui semblaient une trahison. Le système conçu pour protéger sa fille se dressait maintenant sur le chemin de son sauvetage. La lenteur angoissante du processus officiel était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle réalisa que le processus officiel pourrait prendre des semaines, peut-être des mois. Elle n'avait pas des semaines. Kingsley n'avait pas des semaines. La réalisation était glaçante. Elle ne pouvait pas attendre. Elle ne pouvait pas compter sur le système pour sauver sa fille. Elle devait le faire elle-même. La décision fut immédiate, instinctive, imprudente, dangereuse, mais nécessaire.
Elle allait aux Ozarks. Elle allait trouver Pratt. Elle allait ramener Kingsley à la maison. Elle quitta le poste de police sans dire à Corbin son plan, sachant qu'il essaierait de l'arrêter. Elle fit un sac, l'essentiel seulement, des vêtements, de l'eau, les photos de Pratt et Kingsley vieillis numériquement. Elle fit le plein d'essence de sa voiture et commença à rouler vers le sud. La carte des Ozarks étalée sur le siège passager. Elle partait en solo, poussée par son instinct maternel, alimentée par le désespoir. Les risques étaient énormes, les conséquences potentiellement dévastatrices. Mais l'alternative attendre, espérer, faire confiance au système était insupportable. La chasse était lancée, et elle menait la charge. Le trajet vers les Ozarks du Missouri fut un voyage dans un monde différent. Les champs plats et ouverts de l'Iowa cédèrent la place à des collines ondulantes, des forêts denses et des routes sinueuses qui traversaient le terrain accidenté. L'environnement était isolé, reclus et intimidant. Les villes devinrent plus petites, la distance entre elles plus longue. Le service cellulaire sporadique. L'air lui-même semblait différent, plus lourd, plus épais, chargé d'un sentiment de secret ancien. Riley sentit une anxiété croissante à mesure qu'elle pénétrait plus profondément dans la nature sauvage. C'était le territoire de Pratt, le paysage qu'il avait choisi comme refuge. Il connaissait ses bois, les vallées cachées, les sentiers secrets. Elle était une intruse, vulnérable et exposée, une étrangère dans un pays hostile. Elle arriva au magasin général identifié dans les données, un petit bâtiment battu par les intempéries niché à l'intersection de deux routes de comté. C'était le seul signe de civilisation à des kilomètres à la ronde. Quelques pick-up étaient garés sur le parking en gravier, leur conducteur la regardant avec suspicion alors qu'elle sortait de sa voiture. Le sentiment d'être observée était palpable. Elle entra, la clochette au-dessus de la porte tintant joyeusement, un contraste frappant avec l'atmosphère lourde du lieu. Le magasin était encombré de marchandises allant des conserves aux articles de pêche en passant par les munitions et les réservoirs de propane. L'air sentait la poussière, le café rassis et la fumée de cigarettes. Une femme âgée, le visage marqué de rides, se tenait derrière le comptoir, observant Riley avec des yeux plissés. Riley reconnut la nature insulaire de la communauté, la méfiance envers les étrangers. Elle devait être prudente, persuasive. Elle ne pouvait pas se permettre d'éveiller les soupçons. Elle s'approcha du comptoir, essayant de paraître décontractée, discrète. Elle acheta une tasse de café et une carte de la région, engageant la conversation avec la vendeuse à propos du temps, des routes, des attractions locales. Elle joua le rôle d'une touriste égarée, une voyageuse inoffensive de passage. Et puis, avec précaution, elle sortit les photos, l'ancienne photo de Pratt de l'annuaire de l'église et la version vieillie numériquement créée par l'artiste légiste montrant à quoi il pourrait ressembler après 8 ans hors réseau. « Je cherche quelqu'un, dit-elle, sa voix calme, le mensonge glissant facilement de sa langue. Un vieil ami. Il a déménagé dans la région il y a des années. J'ai perdu le contact avec lui. J'espérais que vous le reconnaissiez. » Elle montra les photos à la vendeuse, son cœur battant la chamade. Il fait généralement de gros achats, paie en espèces. Un homme tranquille, qui garde ses distances. La vendeuse, Letty Moss, scruta les photos, ses yeux s'attardant sur la version vieillie. Un éclair de reconnaissance traversa son visage, rapidement masqué par une indifférence de façade. Beaucoup de gens ici vivent reclus, dit-elle d'une voix traînante. S'il vous plaît, supplia Riley, injectant une note de désespoir dans sa voix. C'est important. Je dois le trouver. Letty hésita, le conflit interne évident dans son expression. Le code du silence contre l'appel à l'aide. Finalement, elle hocha la tête sèchement. Oui, je le connais. Il vient 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Il fait ses provisions. La confirmation fut électrisante. Riley lutta pour garder son calme. Le fantôme était réel. Il était là. Il semble toujours nerveux, poursuivit Letty, se penchant, sa voix basse, regardant par-dessus son épaule. Comme s'il fuyait quelque chose. Savez-vous où il habite, demanda Riley, essayant de ne pas laisser transparaître l'urgence dans sa voix. Letty secoua la tête. Non, il ne dit rien, et nous ne demandons pas, mais je sais par où il va. Elle désigna la fenêtre, vers la route sinueuse qui disparaissait dans la forêt dense. Il conduit un vieux camion déglingué, un Ford bleu, aile rouillée, se dirige vers l'ancienne route du service forestier dans les collines, non entretenue, une région difficile là-haut. Le détail crucial,
la direction, la confirmation que Pratt se cachait dans la nature, accessible uniquement par des routes non entretenues, l'isolement qu'il recherchait. Riley remercia la vendeuse, ses mains tremblant alors qu'elle payait le café et la carte. Elle sortit du magasin, la lumière du soleil aveuglante. Elle avait une direction, une cible. Les données abstraites s'étaient transformées en une réalité tangible. Pratt était proche. Kingsley était proche. La réalisation était terrifiante et exaltante. La chasse entrait dans sa phase finale, la confrontation inévitable. La nature sauvage attendait. Riley se dirigea vers la route du service forestier indiquée par la vendeuse. La route goudronnée de comté se transforma rapidement en une piste de gravier, puisant un chemin de terre étroit qui montait abruptement dans les collines. Le terrain était accidenté et isolé. La forêt dense se refermait des deux côtés, le couvert des arbres bloquant la lumière du soleil, plongeant le chemin dans un crépuscule perpétuel. Elle perdit rapidement le signal cellulaire, les barres de son téléphone disparaissant une par une, le silence de la nature sauvage amplifiant les battements de son cœur. Elle était complètement seule, coupée du monde, s'aventurant au cœur du territoire de Pratt. L'isolement était absolu, terrifiant. La route était à peine praticable, défoncée et envahie par la végétation, jonchée de branches tombées et de rochers. Sa voiture, une berline conçue pour les routes plates de l'Iowa, peinait à naviguer sur le terrain difficile, le moteur gémissant de protestation, le dessous de caisse raclant contre les rochers. Elle roulait lentement, prudemment, ses yeux scrutant les bois à la recherche du moindre signe d'habitation, du moindre indice d'une allée cachée ou d'un sentier. La recherche était d'une lenteur agonisante. La forêt dense dissimulait tout, le terrain ondulant rendant impossible de voir à plus de quelques mètres devant. Elle s'arrêtait fréquemment, sortant de la voiture pour explorer à pied, cherchant des traces, des branches cassées, le moindre signe de présence humaine. Elle utilisait les compétences qu'elle avait glanées dans les manuels de survie, le pistage, l'observation, l'art subtil de lire le paysage. Elle était hors de son élément, une mère de banlieue naviguant dans une nature hostile. Mais le désespoir alimentait sa détermination, l'instinct la propulsant en avant. Elle était mue par un besoin primal de protéger son enfant, une force plus forte que la peur, plus forte que la raison. Les années de recherche, l'obsession incessante l'avaient préparée à ce moment. Des heures passèrent. Le soleil commença à descendre sous la ligne des arbres, les ombres s'allongeant, la forêt devenant plus sombre. La peur de se perdre, d'être bloqué dans la nature sauvage, la rongeait. La jauge d'essence descendit dangereusement bas, la possibilité d'un échec planait. Et puis, juste au moment où le désespoir commençait à s'installer, elle le vit, un mince panache de fumée s'élevant des arbres dans une profonde vallée en contrebas. Il était presque invisible contre le ciel brumeux du soir, une légère tache grise contre le vert infini. Le cœur de Riley bondit. La fumée signifiait le feu. Le feu signifiait l'habitation. Le feu signifiait Pratt. Elle gara sa voiture sur le bord de la route, la dissimulant du mieux qu'elle put derrière un épais fourré de buissons. Elle attrapa une lampe de poche dans la boîte à gants et une clé de roue dans le coffre, la seule arme qu'elle avait. Elle continua à pied, le poids de la clé de roue un froid réconfort dans sa main. La descente dans la vallée était raide et dangereuse. Elle avançait lentement, silencieusement, essayant de ne pas faire de bruit, l'adrénaline montant en flèche dans ses veines, aiguisant ses sens. L'air devint plus froid, le silence plus profond. L'odeur de fumée de bois se renforça, la guidant à travers le sous-bois dense. Elle suivit l'odeur, le faible arôme de bois brûlé, un phare dans l'obscurité. La tension était insupportable. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles lui envoyait un choc de peur. Elle était hyper consciente de son environnement. Les bruits de la forêt amplifiés dans le calme du soir. Elle approchait de la source de la fumée, du cœur de l'obscurité, de la tanière du monstre. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, ce à quoi elle ferait face. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Kingsley était là. Elle devait la rejoindre. La recherche de 8 ans culminait à ce moment, cette confrontation dans la nature sauvage. Riley atteignit l'orée de la clairière, la source de la fumée enfin visible. Elle s'accroupit derrière un grand chêne, la respiration coupée alors qu'elle contemplait la scène. La clé de roue pesait lourd dans sa main, le métal froid contre sa paume. Au centre de la clairière se tenait une petite cabane primitive. Elle était grossièrement construite, faite de rondins bruts et de tôles ondulées. Les fenêtres étaient barricadées, la structure ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison.
Elle dégageait une atmosphère d'isolement et de paranoïa, une manifestation physique de l'état d'esprit tordu de Pratt. Le vieux pick-up Ford bleu mentionné par la vendeuse était garé à proximité, caché sous une bâche de camouflage, les ailes rouillées étant indubitables. La confirmation qu'elle avait trouvé le bon endroit lui glaça le sang. C'était ça. Le repère de Pratt, la prison où Kingsley avait été caché pendant 8 ans. Riley attendit, guettant tout mouvement, essayant d'évaluer la situation depuis le couvert des bois. Le silence était absolu, rompu seulement par le chant des grillons et le bruissement du vent dans les arbres. La tension était déchirante, l'incertitude paralysante. Kingsley était-elle à l'intérieur? Pratt? Était-il seul? Les minutes s'étirèrent à l'infini. Le soleil descendit plus bas, la clairière baignée de la douce lueur du crépuscule. Et puis la porte de la cabane s'ouvrit. Une jeune femme sortit, portant un panier de linge. Elle avançait hésitante, la tête baissée, ses mouvements lents et délibérés, robotiques. Riley la regarda, son cœur s'arrêta. Le monde devint silencieux. C'était Kingsley. Elle la reconnut instantanément, les traits familiers déformés par le temps et le traumatisme, mais indubitablement les siens. Elle avait 17 ans maintenant, une jeune femme, mais le fantôme de la fillette de 9 ans persistait encore dans ses yeux, une lueur de l'enfant qu'elle avait été. Le choc fut accablant. Kingsley était vivante. La réalisation fut un coup physique, une vague de soulagement et d'angoisse la submergeant. Les années d'incertitude, l'espoir déchirant, la peur paralysante, tout culminait en ce moment, cette vision de sa fille, vivante mais brisée. Elle avait l'air émaciée, pâle, ses cheveux longs et négligés, pendant sans vie dans son dos. Elle portait une simple robe faite à la main, le tissu rugueux et fané. Le traumatisme de 8 ans de captivité était gravé sur son visage, sa posture, ses mouvements hésitants. Elle semblait terrifiée, un animal en cage ignorant le monde extérieur à sa prison. Riley voulait crier, courir vers elle, la serrer dans ses bras, mais elle resta figée, paralysée par la peur d'alerter Pratt, de mettre Kingsley en danger. L'instinct de protéger sa fille luttait contre le besoin désespéré de la rejoindre. Quelques instants plus tard, la porte de la cabane s'ouvrit de nouveau. Gideon Pratt en sortit. Il avait vieilli, son visage caché derrière une barbe épaisse et négligée, ses cheveux longs et gris, striés de saleté. Il était vêtu d'un équipement d'extérieur robuste, son corps maigre et nerveux, endurci par des années de vie de survivaliste. Il portait un fusil, l'arme tenue négligemment à la main, un symbole de son contrôle, de son pouvoir. Il ressemblait à un ermite, un homme sauvage des bois. Mais l'intensité dans ses yeux, la vigilance prédatrice de sa posture, révélait le monstre tapi sous la surface. Le pieux fantôme était un diable de chair et de sang. Riley observa l'interaction entre Pratt et Kingsley. Il lui parlait, sa voix basse et autoritaire. Elle répondait d'un hochement de tête, ses yeux fixés sur le sol, son langage corporel criant la soumission. Il exerçait un contrôle total sur elle, sa présence dominant l'espace, l'étouffant. La dynamique était horrifiante. La relation père-fille tordue qu'il avait cultivée, le conditionnement psychologique qu'il avait imposé, était évidente dans chaque geste, chaque interaction. Kingsley n'était pas seulement une captive. C'était une disciple modelée par son idéologie tordue, dépendante de lui pour sa survie. Il avait brisé son esprit, effacé son identité, la remplaçant par une version de la réalité qui servait ses besoins pervers. La réalisation était dévastatrice. Secourir Kingsley ne serait pas aussi simple que de la faire évader. Cela exigerait de briser l'emprise psychologique que Pratt avait sur elle, de briser la réalité qu'il avait construite autour d'elle. Le défi était bien plus grand que ce que Riley avait imaginé, le danger plus immédiat. Cette vision était une confirmation de ses espoirs les plus profonds et de ses pires craintes. Le début de la confrontation finale. La bataille pour l'âme de Kingsley était sur le point de commencer. Riley observait depuis le couvert des bois, son esprit s'emballant, essayant de formuler un plan. Pratt était armé, dangereux et paranoïaque. Il balayait constamment les bois environnants, ses yeux dartant nerveusement, le fusil prêt. Il connaissait ce terrain, les rythmes de la nature. Le moindre faux pas pouvait être fatal. Le moindre bruit, le moindre mouvement pouvait déclencher une réaction violente. L'urgence était accablante. Elle devait agir immédiatement. Elle ne pouvait pas contacter les autorités. Il n'y avait pas de service cellulaire, aucun moyen d'appeler des renforts. Elle ne pouvait pas attendre Corbin et l'équipe tactique. Ils étaient des heures,
peut-être des jours, derrière elle. Elle était seule. La réalisation était terrifiante, libératrice. La responsabilité du sauvetage de Kingsley reposait uniquement sur ses épaules. La peur était paralysante, mais la vue de Kingsley, brisée et captive, alimenta un courage désespéré. Elle s'inquiétait de l'état mental de Kingsley, des 8 années de conditionnement, du syndrome de Stockholm qui la liait à son ravisseur. Résisterait-elle au sauvetage? Verrait-elle Riley comme une menace? La possibilité que Kingsley la rejette, qu'elle choisisse l'horreur familière de la cabane plutôt que l'inconnu terrifiant de la liberté, était un couteau qui se tordait dans ses entrailles. La réalisation se cristallisa dans son esprit. Elle ne pouvait pas simplement extraire physiquement Kingsley. Elle devait briser l'emprise psychologique que Pratt avait sur elle. Elle devait forcer une confrontation, briser l'illusion de normalité qu'il avait créée. Elle devait rappeler à Kingsley qui elle était, la vie qu'elle avait avant que l'obscurité ne s'abatte. La décision était terrifiante, imprudente, mais c'était la seule option. Elle devait les approcher ouvertement. Elle devait affronter le monstre face à face. Elle devait entrer dans la gueule du loup armé de rien d'autre que la vérité et de l'amour désespéré d'une mère. Elle prit une profonde inspiration, la clé de roue serrée dans sa main, l'adrénaline montant en flèche dans ses veines, aiguisant ses sens. Maîtrisant ses nerfs, elle sortit des bois, marchant vers la cabane, ses yeux fixés sur Kingsley. Elle marcha lentement, délibérément, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Le silence de la clairière était assourdissant, la tension électrisante. La distance entre elle et Kingsley semblait une éternité. Elle l'appela par son nom, Kingsley. Le mot résonna dans le silence, une perturbation de la réalité que Pratt avait construite. Une voix d'un passé que Kingsley avait été forcé d'oublier. La voix d'une mère rappelant son enfant à la maison. La réaction fut immédiate. Kingsley se figea, sa tête se redressant d'un coup, ses yeux grands ouverts de confusion et de terreur. Elle fixa Riley, une lueur de reconnaissance luttant contre le conditionnement qui la tenait captive. Pratt se retourna brusquement, le fusil levé, son doigt sur la gâchette, son visage tordu en un masque de rage et d'incrédulité. Le fantôme de son passé s'était matérialisé, le jugement qu'il craignait depuis 8 ans était enfin arrivé. L'approche était un pari, une tentative désespérée de briser le sortilège, d'atteindre la fille cachée sous les couches de traumatisme et de conditionnement. La confrontation avait commencé. La bataille finale pour la liberté de Kingsley était sur le point de se dérouler. Pratt fut stupéfait par son apparition, les yeux écarquillés d'incrédulité et de rage. Il avait passé 8 ans à se cacher, à effacer son existence, à construire une forteresse d'isolement. L'apparition soudaine de Riley, la mère de sa victime, l'incarnation du passé qu'il avait essayé de détruire, brisa son illusion de contrôle. « Qui êtes-vous » cria-t-il, sa voix rauque, teintée de panique. « Quittez ma propriété. Vous n'avez aucun droit d'être ici. » Il leva le fusil, le pointant sur la poitrine de Riley. Le cercle froid et sombre du canon était un point focal terrifiant, mais Riley l'ignora, ses yeux fixés sur Kingsley. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici » grogna Pratt, sa voix dégoulinante de venin. « Vous êtes le diable, essayant de corrompre ma fille, essayant de la ramener à la souillure du monde. » L'idéologie tordue, le fanatisme religieux mêlé à une obsession prédatrice, était évidente dans ses paroles. Il se voyait comme un protecteur, un sauveur, protégeant Kingsley de la corruption du monde. Une illusion si complète qu'elle en était presque crédible. Kingsley était paralysée, prise entre les deux forces opposées. Elle regardait Riley, une lueur de reconnaissance dans ses yeux, une étincelle d'espoir luttant contre la peur et le conditionnement qui la tenait captive. Elle recula vers Pratt, vers la sécurité perçue de son ravisseur, l'horreur familière de sa captivité. « Kingsley, c'est moi. »« C'est maman » supplia Riley, sa voix tremblante mais ferme. Elle continua à marcher vers eux, les mains levées en signe de paix, la clé de roue cachée derrière son dos, le métal froid contre sa peau. Elle engagea Pratt verbalement, essayant de le distraire, de maintenir son attention sur elle tout en suppliant Kingsley. Elle devait percer le conditionnement, atteindre la fille cachée sous les couches de traumatisme. « Tu te souviens des papillons, Kingsley » cria-t-elle, le désespoir colorant son ton. « Les baskets roses avec les autocollants papillons. Tu disais qu'elles te faisaient courir plus vite. Tu te souviens des dessins sur le mur? Le soleil avec le visage souriant ?» Elle utilisa des souvenirs partagés, de vieux surnoms, les fragments de leur passé commun, essayant de déclencher les souvenirs de Kingsley,
de briser le mur de conditionnement que Pratt avait construit autour d'elle. « Tais-toi » hurla Pratt, sa voix devenant plus frénétique, le masque de contrôle glissant, révélant la folie sous-jacente. Elle ne se souvient pas. Elle est à moi maintenant. Je l'ai sauvée. Je l'ai protégée. Il réalisa qu'il perdait le contrôle du récit, la réalité qu'il avait construite, s'effondrant sous le poids des mots de Riley. La panique se transforma en rage, une tentative désespérée de réaffirmer sa domination. Il saisit violemment Kingsley, ses doigts s'enfonçant dans son bras, essayant de la traîner de nouveau dans la cabane, de nouveau dans l'obscurité. Kingsley poussa un cri, un son étranglé de douleur et de confusion. Non, hurla Riley, l'instinct primal prenant le dessus. Elle bondit en avant, intervenant physiquement, se plaçant entre Pratt et Kingsley. Elle leva la clé de roue, l'arme improvisée, un symbole de sa défiance désespérée. Une lutte désespérée et brutale s'ensuivit. La confrontation explosa en violence. Pratt était plus fort, nerveux et alimenté par le fanatisme. Il frappa Riley avec la crosse du fusil, le coup atteignant son épaule, lui envoyant une douleur fulgurante dans le bras. Elle trébucha en arrière, la clé de roue glissant de sa prise. Elle se battit de toutes ses forces, l'adrénaline montant en flèche dans ses veines, masquant la douleur. Elle lui griffa le visage, les yeux, se battant pour sa vie, pour la vie de Kingsley. Il la plaqua au sol, ses mains s'enroulant autour de sa gorge, lui coupant l'air de ses poumons. Riley halta, le monde commençant à s'estomper, les bords de sa vision se brouillant. L'obscurité se refermait, le silence assourdissant. Elle était mue par le désespoir maternel, une force qu'elle ne connaissait pas. Elle lutta contre son emprise, ses poumons brûlants, son cœur battant. Kingsley observait la lutte, paralysé par la terreur. La violence brisa la fragile paix de sa captivité. L'illusion de sécurité s'effondrait. La confrontation la força à choisir, à affronter la réalité de sa situation. Le monstre qui l'avait protégé tuait maintenant sa mère. Dans un moment de lucidité déclenché par la présence de Riley, par la violence qui se déroulait devant elle, par le combat désespéré pour sa liberté, Kingsley réagit. Elle ramassa un morceau de bois de chauffage gisant près de la cabane, ses mains tremblantes. Le conditionnement luttait contre l'instinct de survie, l'amour pour sa mère combattant la peur de son ravisseur. Elle frappa Pratt, le coup atteignant l'arrière de sa tête, le son sourd et lourd. Il grogna, son emprise sur la gorge de Riley se relâchant. L'ouverture fut petite, éphémère, mais ce fut suffisant. Riley halta, l'oxygène revenant dans ses poumons. Elle repoussa Pratt, l'adrénaline montant en flèche dans ses veines, lui donnant une force renouvelée. Il trébucha en arrière, étourdi et désorienté, le sang coulant de sa blessure à la tête. Riley s'empara du fusil, le métal froid et lourd dans ses mains. Elle le pointa sur lui, son doigt sur la gâchette, ses mains étonnamment fermes. « C'est fini » murmura-t-elle, sa voix rauque, les mots un vœu, une promesse. Pratt la regarda, puis Kingsley. La réalisation de sa défaite se fit jour, la trahison dans ses yeux, l'incrédulité que sa création, sa fille, se soit retournée contre lui. Il s'effondra au sol, incapacité, le silence de la nature sauvage s'installant sur la clairière. La confrontation était terminée. Le cauchemar avait pris fin. Le silence était brisé. L'immédiat après-coup fut un flou d'adrénaline et de choc. Riley se tenait au-dessus de Pratt, neutralisé, le fusil tremblant dans ses mains. Le silence de la clairière était assourdissant, rompu seulement par le son de sa propre respiration haletante et le faible chant des grillons dans le crépuscule naissant. Elle se tourna vers Kingsley, qui restait figé, le morceau de bois de chauffage encore serré dans ses mains, les yeux écarquillés de terreur, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle regarda Pratt, puis Riley, la confusion et le traumatisme l'accablant. Kingsley, murmura Riley, laissant tomber le fusil et lui tendant la main. L'arme retomba sur le sol avec un bruit sourd, oublié. Kingsley sursauta, reculant, la peur la tenant toujours captive. Elle ne reconnaissait pas Riley comme sa sauveuse, mais comme le catalyseur de la violence, la perturbation de la réalité qu'elle avait connue pendant 8 ans. « Ça va » dit Riley, sa voix apaisante, douce, essayant de pénétrer le brouillard du traumatisme. « Il ne peut plus te faire de mal. Nous devons partir maintenant. » L'urgence la propulsa en avant. Pratt pouvait reprendre conscience à tout moment. Elle devait s'échapper. Elle devait s'éloigner de cet endroit, de cette prison dans la nature sauvage.
Elle saisit la main de Kingsley, le contact hésitant, fragile. Kingsley résista un instant, l'instinct de rester, d'obéir, luttant contre l'instinct de survie. Riley la tira doucement, fermement, et Kingsley se laissa guider. Elles s'enfuirent de la cabane, laissant Pratt neutralisé derrière elles. Elles coururent à travers les bois, trébuchant sur les racines et les rochers, l'adrénaline masquant la douleur de leurs blessures. L'obscurité se refermait, la forêt se transformant en un labyrinthe d'ombre et de peur. L'ascension depuis la vallée fut d'une lenteur agonisante. Riley tira Kingsley sur la pente raide, ses muscles hurlant de protestation, ses poumons brûlants. La peur d'être poursuivi la rongeait, chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles lui envoyant une secousse de panique. Elle imaginait Pratt surgissant de l'obscurité, les yeux brillants de rage, le fusil à la main. Elles atteignirent enfin la voiture, cachée derrière le bouquet d'arbres. Riley poussa Kingsley sur le siège passager et se glissa sur le siège conducteur, ses mains tremblantes alors qu'elle enfournait la clé dans le contact. Le moteur rugit, le son résonnant dans le silence de la nature sauvage. Un phare d'espoir dans l'obscurité. Elles s'éloignèrent désespérément sur la route du service forestier, la voiture bondissant violemment sur le terrain accidenté. Riley serra le volant, ses jointures blanchies, ses yeux fixés sur la route devant elle. Les phares traçaient un chemin étroit à travers l'obscurité impénétrable. L'adrénaline s'estompait, remplacée par le poids écrasant du choc et du traumatisme. La réalité de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait fait, commença à s'imprégner. Kingsley était assise sur le siège passager, se balançant d'avant en arrière, les yeux vides, la respiration superficielle. Elle parlait à peine, les années d'isolement et d'abus l'ayant rendue silencieuse, brisée. Riley lui parlait constamment, les mots se déversant dans un flot de conscience désordonné. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Je te tiens. Nous rentrons à la maison. » Elle ne savait pas si Kingsley l'entendait, si elle comprenait, mais elle avait besoin de remplir le silence, de combler le fossé entre elles, de la rassurer que le cauchemar était vraiment terminé. Elles roulèrent pendant des heures, la nature sauvage cédant lentement la place à la civilisation. La route de gravier se transforma en une route de comté goudronnée, les maisons isolées apparaissant plus fréquemment. Les lumières de la petite ville au loin étaient une vision accueillante, une promesse de sécurité. Finalement, les barres de son téléphone portable clignotèrent à nouveau, la connexion au monde extérieur rétablie. Riley s'arrêta sur le bord de la route, ses mains tremblantes alors qu'elle composait le numéro du détective Corbin. « Corbin », répondit-il, sa voix aiguë d'anxiété. Il avait réalisé que Riley était parti, avait mobilisé l'équipe tactique, avait commencé à se diriger vers les Ozarks en se basant sur ses mouvements antérieurs, sa disparition des radars. « Je l'ai », murmura Riley, sa voix étranglée par l'émotion. « J'ai Kingsley. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd, stupéfait, l'incrédulité luttant contre le soulagement. « Où êtes-vous » demanda Corbin, l'urgence revenant dans sa voix. « Êtes-vous en sécurité » Riley lui donna l'emplacement de la cabane, les détails de la confrontation, la confirmation que Pratt était là, neutralisé. « Nous arrivons » dit Corbin, sa voix galvanisée par l'action. « Ne bougez pas. Nous venons vous chercher. » Elles attendirent sur le bord de la route, le silence ponctué seulement par le son de la respiration haletante de Kingsley. Quelques minutes plus tard, les sirènes résonnèrent au loin, de plus en plus fortes, de plus en plus proches. Un convoi de voitures de police, phares clignotants, se dirigea vers elles à toute vitesse. Corbin et l'équipe tactique sortirent des voitures, leurs armes dégainées, leurs visages sombres. L'évasion était terminée. Le sauvetage était complet. Le long chemin vers la guérison venait de commencer. Kingsley fut immédiatement transporté dans un hôpital du Missouri, un environnement stérile qui contrastait fortement avec la cabane primitive qui avait été sa prison pendant 8 ans. Les lumières vives, les voix étouffées, l'odeur antiseptique. Ce fut une agression pour ses sens, un monde qu'elle ne reconnaissait plus. L'étendue du traumatisme physique et psychologique était évidente. Elle était malnutrie, déshydratée, son corps couvert de cicatrices, visibles et invisibles. Mais les blessures physiques étaient superficielles par rapport aux dommages psychologiques. Les années d'isolement, le conditionnement, les abus, avaient brisé son sens de soi, sa connexion à la réalité. Les retrouvailles furent tendues, déchirantes. Kingsley était repliée sur elle-même, une île de traumatisme dans l'océan de soulagement et de célébration. Elle peinait à assimiler sa liberté,
la rupture soudaine de la réalité qu'elle avait connue pendant la moitié de sa vie. Le monde extérieur à la cabane était accablant, terrifiant. Elle ne reconnaissait pas Riley comme sa mère, mais comme une étrangère, une menace pour la fragile stabilité de son existence. Riley resta à ses côtés, une présence constante, une bouée de sauvetage dans la tempête du traumatisme. Son objectif passa de la recherche à la guérison, de la découverte de sa fille à l'aide à la reconstruction de sa vie. Le défi était immense, le chemin à parcourir long et incertain. La fille qu'elle avait perdue avait disparu, remplacée par cette jeune femme hantée, une étrangère au visage familier. Dans les moments de calme, dans le silence stérile de la chambre d'hôpital, Riley posa enfin la question qui la hantait depuis 8 ans. La question à laquelle Odette méritait une réponse. « Kingsley » murmura-t-elle, sa voix douce, prenant soin de ne pas l'effrayer. Qu'est-il arrivé à Alara? Kingsley ferma les yeux, le souvenir agonisant. Elle n'avait pas parlé d'Alara depuis l'évasion, le chagrin enfoui profondément sous les couches de traumatisme, une blessure trop douloureuse pour être touchée. La révélation jaillit dans un murmure hésitant, les mots lourds de douleur, la confession d'une survivante accablée par la culpabilité de sa survie. Alara est tombée malade pendant les premiers mois dans le bunker en Loa. Une fièvre, une toux qui ne partait pas, cela s'est transformé en une infection grave, une pneumonie peut-être, conséquence des conditions humides et insalubres de leur prison. Pratt refusa d'obtenir de l'aide médicale, craignant d'être découvert. Il la traita avec des remèdes à base de plantes, des prières, sa foi tordue, un piètre substitut à la médecine. L'infection se propagea, la consumant, le petit corps ravagé par la maladie. Alara mourut là, dans l'obscurité froide du bunker, Kingsley à ses côtés, lui tenant la main, lui murmurant des réconforts jusqu'à la fin. La confession fut dévastatrice. L'image d'Alara mourant lentement, douloureusement, était insupportable. La cruauté insensée de sa mort, la tragédie évitable, était un poids écrasant. Pratt se débarrassa de son corps, l'enterrant dans les bois près du bunker, effaçant son existence avant de déménager Kingsley aux Ozarks. Le secret du destin d'Alara caché sous la terre, tout comme le bunker lui-même. La vérité était déchirante, mais elle mit fin à l'incertitude, aux années d'espoir angoissant. Riley eut la tâche déchirante d'informer Odette. Elle l'appela, les mots se coinçant dans sa gorge. Le fardeau d'annoncer la nouvelle dévastatrice était presque trop lourd à porter. Odette, murmura-t-elle, Alara, elle n'a pas survécu. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, le chagrin profond. Les sanglots d'Odette résonnèrent dans la chambre d'hôpital silencieuse, une symphonie de perte et de désespoir, le son du cœur d'une mère se brisant. Ce fut une conclusion dévastatrice, mais ce fut une conclusion. L'incertitude qui avait tourmenté Odette pendant 8 ans était enfin terminée. La blessure pouvait commencer à guérir. Odette vint à l'hôpital, les deux femmes partageant un moment de profond chagrin et de compréhension. Elles pleurèrent la perte d'Alara, la vibrante fillette de 9 ans qui n'avait jamais eu la chance de grandir. Elles célébrèrent la survie de Kingsley, la jeune femme brisée qui faisait maintenant face à la tâche immense de reconstruire sa vie. La tragédie partagée qui avait autrefois été une barrière entre elles, devint maintenant un lien, un but commun. Elles guériraient ensemble, se soutenant mutuellement, honorant la mémoire d'Alara en aidant Kingsley à survivre. La sororité forgée dans le creuset du traumatisme partagé était indestructible. L'équipe tactique a perquisitionné la cabane dans les Ozarks et a arrêté Gideon Pratt. Il a été retrouvé conscient mais désorienté. La blessure subie lors de la confrontation était grave mais non mortelle. Il n'a offert aucune résistance, son silence étant un témoignage glaçant de sa défaite. Le monstre était capturé. Le règne de la terreur était terminé. L'enquête sur la cabane confirma les détails horribles de la captivité et des abus prolongés de Kingsley. Les preuves trouvées à l'intérieur, les journaux détaillant son idéologie tordue, les textes religieux utilisés pour justifier ses actions, les entraves, les photographies dressaient un tableau sombre du tourment psychologique et physique qu'elle avait enduré. La cabane était un monument à sa folie, une prison construite sur une fondation de délire et de cruauté. Sur la base des informations fournies par Kingsley et des aveux ultérieurs de Pratt, extorqués lors de l'interrogatoire, des aveux dépourvus de remords, un témoignage glaçant de sa conviction en sa propre justice, les autorités localisèrent les restes d'Alara. Enfouie dans les bois près du bunker en Loa, une tombe peu profonde marquée seulement par le passage du temps. La découverte apporta une douloureuse conclusion à la communauté, la confirmation de sa mort, rouvrant d'anciennes blessures, mais permettant également au processus de guérison de commencer.
Alara fut finalement ramenée à la maison, reposant lors d'une cérémonie à laquelle assista toute la ville, un déversement collectif de chagrin pour l'innocence perdue. Gideon Pratt fut extradé vers l'Iowa et accusé d'enlèvement, de meurtre et d'années d'abus. Le procès fut rapide, les preuves accablantes. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et reçut plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. L'isolement qu'il recherchait devenant la punition qu'il méritait. Les conséquences du sauvetage furent complexes. L'attention médiatique était intense. La fascination du public pour l'affaire à la fois soutenante et intrusive. Riley protégea Kingsley des projecteurs, protégeant son intimité, lui accordant l'espace nécessaire pour guérir, pour traiter le traumatisme loin des regards indiscrets du monde. La saisie de la ferme fut interrompue. La communauté se serra autour d'elle, offrant un soutien financier et émotionnel. La maison, autrefois symbole de la stagnation de Riley, devint désormais un symbole de sa résilience, un sanctuaire où le processus de guérison pouvait commencer. Riley et Kingsley rentrèrent dans l'Iowa, à la ferme remplie de souvenirs à la fois douloureux et précieux. Elles commencèrent le long et difficile processus de guérison et de reconstruction de leur relation. Le chemin fut ardu. Kingsley lutta contre le traumatisme, les cauchemars, la difficulté de se réintégrer dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Les cicatrices psychologiques étaient profondes, le conditionnement difficile à briser. Elle était une étrangère dans sa propre vie, une jeune fille de 17 ans avec la maturité émotionnelle d'un enfant. Riley luttait contre la culpabilité, les années d'opportunités manquées, le défi d'élever une fille qui était à la fois une étrangère et la personne la plus familière au monde. Elle devait apprendre à aimer la fille qu'elle avait maintenant, pas le fantôme de l'enfant qu'elle avait perdu. Mais elles firent face au défi ensemble. Leur lien forgé dans le creuset du traumatisme partagé et de l'amour inconditionnel. Le silence qui avait caractérisé leur vie pendant 8 ans fut enfin brisé, remplacé par la force tranquille de leur avenir partagé. Ce qui restait n'était pas l'espoir naïf d'une fin heureuse, mais l'espoir résili de la survie. Riley et Kingsley étaient assises sur le porche de la ferme, regardant le coucher de soleil sur les champs de l'Iowa. L'air était calme, le silence confortable. L'avenir était incertain, le chemin à parcourir long.